Et si la prochaine bataille secrète entre la Chine, les États-Unis et l'Afrique ne se jouait pas sur le pétrole, les terres rares ou le coton, mais sur l'ail? Oui, vous avez bien compris. Imaginez, sous le soleil implacable du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré dévoile un projet qui défie l'imagination. Transformer 200 000 hectares de désert burkinabé en champs d'ail. Un pari qui pourrait redistribuer les cartes du pouvoir mondial, de la Californie à Pékin, en passant par Ouagadougou. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut regarder l'Amérique. La Californie, capitale mondiale de l'ail, autoproclamée, avec ses machines perfectionnées et ses sols généreux, peine à satisfaire la gourmandise américaine. Les États-Unis tirent à peine 250 000 tonnes d'ail de leurs terres chaque année. Ils consomment bien plus. Résultat, plus de 70% des gousses cuisinées outre-Atlantique viennent de l'autre bout du monde, de Chine, qui règne sur ce marché depuis des décennies. Prenons un instant pour visualiser l'ampleur de cette dépendance. Chaque matin, des dizaines de milliers de camions quittent les ports américains chargés de caisses estampillées, produits de Chine. Ces gousses terminent dans les cuisines de New York, de Los Angeles ou de Houston. Les marchés de Chicago grouillent de vendeurs qui, souvent sans le savoir, proposent un produit cultivé à des milliers de kilomètres. En Californie, même dans la ville de Gilroy, fière de son festival de l'ail, les producteurs locaux doivent composer avec la concurrence féroce des importations asiatiques. Cette réalité rappelle celle des années 70, lorsque les États-Unis dépendèrent du Moyen-Orient pour le pétrole, une vulnérabilité qui a bouleversé toute leur politique étrangère. L'annonce de Traoré fait l'effet d'un séisme. Le Burkina Faso promet de récolter pas moins de 2 millions de tonnes d'ail par an. Oui, vous avez bien entendu, presque 10 fois la production américaine, cultivée sur un sol que beaucoup pensaient stérile. Un projet fou pour transformer la poussière en or blanc. Pour donner une idée concrète, cela reviendrait à remplir plus de 80 000 camions de 25 tonnes, alignés bout à bout sur plus de 1500 kilomètres. C'est assez pour relier Ouagadougou à Bamako et revenir, transportant l'espoir d'un continent entier. À titre de comparaison, la France, grand producteur agricole européen, produit chaque année moins de 100 000 tonnes d'ail. Le Burkina Faso ambitionne donc de dépasser 20 fois la production française sur des terres que l'on croyait condamnées à la sécheresse. Les optimistes crient à la révolution agricole. Pour eux, c'est l'opportunité de donner à l'Afrique une place de choix dans le marché mondial, d'enfin bâtir sa souveraineté économique là où, hier encore, on ne voyait que dépendance et misère. Les sceptiques, eux, n'y voient qu'un mirage. Selon eux, même le mil a du mal à survivre ici. Comment l'ail pourrait-il y prospérer? Pour illustrer ce scepticisme, rappelons qu'au début des années 90, le Niger avait tenté de lancer la culture du riz dans la vallée du fleuve, avec l'aide d'ingénieurs coréens. Malgré les investissements, le projet avait sombré, les sols salés et l'absence d'entretien ayant eu raison des ambitions initiales. Les détracteurs du projet de Traoré redoutent de voir se répéter ce scénario, où de grands espoirs se heurtent à la réalité implacable du climat sahélien. Aujourd'hui, les regards du monde entier convergent vers Ouagadougou. Pour des millions de paysans africains, c'est peut-être la promesse d'un avenir meilleur. Pour la Chine, c'est une menace directe à son empire alimentaire. Pour les investisseurs et politiques occidentaux, une énigme et une opportunité à surveiller. Mais derrière les chiffres vertigineux, une question obsède tous les observateurs. Est-ce le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique, ou bien une utopie vouée à s'effondrer? Si le projet échoue, l'Afrique risque de renforcer sa dépendance et de gaspiller des ressources précieuses. Mais s'il réussit, c'est la carte du pouvoir agricole mondial qui pourrait être redessinée à jamais. Pour comprendre comment cette idée extravagante a germé, il faut remonter aux origines du projet et dévoiler les ambitions secrètes de ses architectes. Car derrière l'ail se cache une véritable guerre de l'influence. L'ail n'est pas qu'un simple ingrédient, il incarne des milliards, façonne des rivalités et révèle des jeux de pouvoir insoupçonnés. Derrière chaque gousse dans nos cuisines se cache une géopolitique redoutable. Ce bulbe modeste influence l'équilibre des puissances mondiales. Aujourd'hui,
près de 70% de l'ail consommé sur Terre provient d'un unique pays, la Chine. Les plaines du Shandong expédient des millions de tonnes chaque année, saturant les marchés américains, européens et africains. Le paradoxe est frappant. Les États-Unis, géants agricoles, ne produisent qu'environ 250 000 tonnes d'ail annuellement. Presque tout est cultivé en Californie, autoproclamée capitale mondiale de l'ail, qui pourtant ne suffit pas à satisfaire la demande intérieure. Résultat, plus de 70% de l'ail mangé en Amérique traverse les océans, importé de Chine. Même les superpuissances sont à la merci d'un humble condiment. Mais pourquoi l'ail pèse-t-il aussi lourd dans les rapports mondiaux? Bien au-delà de la gastronomie, il touche à la santé, à l'industrie pharmaceutique, au commerce. De la médecine traditionnelle aux pilules modernes, l'ail soigne, nourrit et enrichit. Son marché mondial se chiffre en milliards, tissant une toile d'intérêt et de dépendance invisible. Prenons un exemple concret. Lors de l'épidémie de grippe aviaire en 2003, la demande mondiale d'ail a explosé. Les consommateurs chinois, indiens et même européens se sont rués sur l'ail, croyant en ses vertus immunitaires. Les prix ont doublé en quelques semaines et la Chine a profité de cette hausse pour renforcer encore son emprise sur le marché. Ce simple bulbe est donc directement lié aux grandes peurs sanitaires et aux stratégies pharmaceutiques des États-nations. À des milliers de kilomètres de la Chine, au cœur du Sahel, un pari audacieux bouleverse la donne. Au Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, naît une ambition folle, transformer 200 000 hectares de désert en champs d'ail. L'objectif: produire 2 millions de tonnes par an, soit presque 10 fois la récolte annuelle américaine. L'enjeu est colossal. Mais rien n'est acquis. Le climat du Sahel est impitoyable. Même le mil y souffre. Les habitants, d'abord incrédules, doutent que l'ail puisse survivre à une telle fournaise. Beaucoup rient, d'autres attendent. Et pourtant, les premiers essais étonnent. Dans les parcelles expérimentales, les rendements battent ceux de la Californie. De la brousse aux marchés régionaux, l'effervescence gagne du terrain. Pour les paysans, c'est une chance unique de transformer le sable en richesse. Pour l'Afrique, une opportunité de défier la suprématie chinoise et américaine. Mais pour certains, ce n'est qu'un mirage, une illusion qui risque d'éclater sous le soleil brûlant du Sahel. Pour donner une idée, Mamadou, agriculteur à Koudougou, raconte: « Je n'aurais jamais cru voir de l'ail pousser ici. Avant, notre principal revenu venait de l'élevage. Mais aujourd'hui, j'ai pu envoyer mes 2 fils au lycée grâce à la première récolte d'ail. » Ce témoignage illustre l'impact potentiellement révolutionnaire du projet sur la vie quotidienne des familles rurales. Ignorer l'ail, c'est ignorer l'un des leviers secrets du pouvoir mondial. Derrière chaque bulbe, des choix stratégiques se dessinent. Dépendance ou souveraineté, soumission ou émancipation. Pourtant, derrière cet espoir, une question capitale subsiste. Qui, au fond, tiendra vraiment les rênes de l'ail du Sahel? Mais pour comprendre cette bataille, il faut plonger dans les coulisses du projet burkinabé. Qui finance, qui organise et qui profite réellement de cette ruée vers l'ail? Lorsque l'on remonte le fil, on découvre des alliances inattendues. Parmi les investisseurs, on trouve des sociétés indiennes spécialisées dans l'agroalimentaire, des fonds souverains du Moyen-Orient et même quelques start-up européennes attirées par le potentiel du marché africain. Les États-Unis, bien qu'au départ sceptiques, envoient discrètement des délégations pour étudier les pratiques agricoles et proposer des partenariats technologiques. La Chine, elle, surveille la situation avec vigilance, consciente que sa place de leader est menacée. Quand le rêve d'abondance se heurte aux secrets bien gardés, la révolution de l'ail profite-t-elle vraiment au peuple? Le projet burkinabé, véritable météore, attire en quelques mois des convoitises de tous horizons. Des délégations venues d'Inde, du Golfe ou d'Europe débarquent à Ouagadougou, flairant une nouvelle ruée vers l'or vert. Les multinationales agro-industrielles, longtemps absentes du Sahel, dépêchent leurs négociateurs et juristes pour s'emparer d'un marché naissant. Mais l'euphorie collective se fissure brutalement. Des journalistes d'investigation mettent au jour des contrats confidentiels, signés dès les premiers mois. Selon ces documents,
60% de la production future d'ail est déjà réservée à des groupes étrangers, à des tarifs dérisoires, et cela pour une durée de 20 années. Le choc secoue tout le pays. Dans les villages, des responsables de coopératives dénoncent une trahison. Des manifestations éclatent, des jeunes défilent avec des banderoles « L'or vert au Burkinabé » et les radios locales s'enflamment autour de la souveraineté économique. Le rêve d'indépendance est-il déjà compromis? Des économistes tirent la sonnette d'alarme. S'engager pour 20 années à exporter la majorité de la récolte, brute et à bas prix, c'est rejouer la vieille malédiction des matières premières, celle qui, depuis des décennies, condamne les économies africaines à exporter leurs richesses et importer la pauvreté. Les voix critiques craignent une dépendance accrue, la perte de valeur ajoutée et la mainmise d'intérêts étrangers sur l'avenir du pays. La tension s'invite aussi sur la scène internationale. Des consortiums américains et chinois s'inquiètent de la montée en puissance burkinabé. Ils réclament des garanties pour accéder au marché. L'Inde, ainsi que plusieurs pays du Golfe, exigent le strict respect des clauses signées, menaçant de suspendre leur soutien technique et financier. Au cœur de la tempête, la population burkinabé doute. La révolution agricole rime-t-elle vraiment avec émancipation ou n'est-elle qu'un nouveau visage de l'ancienne dépendance? Les familles de petits producteurs redoutent de voir l'or vert leur échapper, capturés par les sociétés d'exportation, tandis que la transformation locale reste marginale. Pour comprendre cette inquiétude, rappelons le destin du cacao ivoirien. Pendant des décennies, la Côte d'Ivoire a exporté des fèves brutes, laissant la transformation et la création de valeur à l'Europe. Résultat, malgré une place de leader mondial, les revenus des paysans sont restés faibles, et l'économie ivoirienne dépendante des fluctuations de la bourse de Londres. Les Burkinabés craignent que l'histoire ne se répète avec l'ail. L'enjeu est immense. Le Burkina Faso risque de transformer son nouvel or vert en chaîne invisible, exportant sa richesse tout en laissant technologie, valeur ajoutée et contrôle aux mains d'autrui. Le mirage de la souveraineté agricole pourrait s'évanouir avant même d'avoir pris corps. Mais face à la colère qui gronde, certains refusent de baisser les bras. Une poignée de coopératives, soutenues par des ingénieurs locaux, décide de défier l'ordre établi. Et si la vraie victoire ne se jouait pas dans les champs, mais dans les usines et sur les étiquettes? Car la révolution de l'ail au Burkina Faso ne s'est pas arrêtée à la récolte. À la lisière des nouveaux champs, dans la poussière rouge du Sahel, est né le tout premier complexe industriel dédié à l'ail sahélien. Ici, le bulbe devient poudre fine pour les cuisines, pâte onctueuse pour les sauces, huile essentielle pour la médecine, et même extrait pharmaceutique exporté vers l'Europe et l'Inde. À chaque transformation, la valeur s'accroît. Fini le temps où l'on envoyait des sacs bruts à l'étranger pour les racheter transformés à prix d'or. Pour donner un exemple, la société locale Faso Garlic a ouvert une usine pilote à Bobo Dioulasso. En moins de 6 mois, elle a commencé à produire de l'ail noir fermenté, prisé pour ses propriétés antioxydantes, et à exporter des huiles essentielles destinées au marché allemand. Les revenus générés ont permis de financer la construction d'un dispensaire et d'un centre d'apprentissage agricole. Ce cercle vertueux attire maintenant des jeunes ingénieurs issus des universités burkinabais, désireux de participer à la transformation du pays. Désormais, la richesse reste au pays. Dans les villages, les salaires sont multipliés par 3. Femmes et jeunes prennent la tête des ateliers, pilotant les machines, négocient les contrats. L'ail devient moteur d'émancipation, source de fierté nouvelle. Des coopératives féminines apparaissent, des micro-entreprises locales s'imposent partout. L'Afrique ne fournit plus seulement la matière première. Le Burkina Faso entraîne ses voisins dans la dynamique. Ainsi naît l'Alliance sahélienne de l'ail. Une union régionale où chaque membre partage ses techniques, protège ses marchés, négocie avec les géants mondiaux. La carte du commerce change. La Chine ne dicte plus les prix, l'Europe n'impose plus ses quotas. L'Afrique pose désormais ses propres règles. Cette alliance rappelle les stratégies de l'OPEP dans les années 70, lorsque les pays producteurs de pétrole se sont unis pour reprendre la main sur les prix et les négociations internationales. Pour la première fois dans l'histoire du commerce agricole africain, des pays voisins coopèrent pour défendre leurs intérêts communs,
mutualisant les recherches sur l'irrigation, les variétés résistantes et les techniques de conservation post-récolte. Mais ce succès dérange. Rapidement, des lobbies européens s'activent. Les importateurs américains réclament de nouveaux contrôles sanitaires, redoutant l'arrivée massive de l'ail du Sahel sur leurs étals. La Chine, soudain muette, commence à boycotter discrètement les cargaisons africaines, défendant sa suprématie. La pression monte. Négociations tendues, contrats internationaux annulés sans explication. Pourtant, dans les rues, sur les marchés et jusque dans les écoles, l'ail du Sahel devient un symbole. Il n'est plus seulement un condiment. Il incarne la dignité retrouvée, le progrès, la fierté nationale. Les publicités vendent ses vertus, les artistes lui consacrent des chansons. Chaque étiquette issue du Sahel est un acte de résistance, une affirmation d'indépendance. Dans les écoles, les professeurs utilisent l'ail comme exemple pour enseigner l'économie, la biologie et l'histoire. Des concours de cuisine régionaux sont organisés, valorisant les recettes traditionnelles revisitées avec l'ail du Sahel. Les médias locaux diffusent des reportages sur les familles dont la vie a changé grâce à cette filière, inspirant une nouvelle génération d'agriculteurs et d'entrepreneurs. Mais derrière l'enthousiasme, le doute s'installe. L'industrialisation, aussi rapide soit-elle, apporte ses propres menaces. Dégradation des sols, pollution de l'eau, appétit dévorant pour l'énergie. Certains redoutent que de nouveaux intermédiaires étrangers n'infiltrent la chaîne de valeur, recréant une dépendance cachée. D'autres craignent la volatilité des marchés mondiaux, une chute des prix, une sécheresse inattendue, et tout l'édifice pourrait s'écrouler. Pour prévenir ces risques, le gouvernement burkinabé lance un programme de diversification agricole. Les agriculteurs reçoivent des formations sur la rotation des cultures, l'agroforesterie et la gestion durable de l'eau. Des partenariats sont noués avec des centres de recherche ouest-africains pour développer des variétés d'ail plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. L'objectif est clair: éviter la dépendance à une seule culture et bâtir une agriculture résiliente. Oui, l'Afrique vient de s'offrir une place à la table des grandes puissances. Mais la vraie épreuve commence. Prouver que ce modèle peut résister aux tempêtes et survivre au-delà d'une seule saison de récolte. Mais alors, face à ces nouveaux défis, comment les acteurs du Sahel vont-ils s'organiser pour défendre leur conquête? Tout dépendra de la stratégie qu'ils choisiront pour l'avenir. Pour s'inspirer, certains experts rappellent l'exemple du Brésil qui, dans les années 2000, a réussi à passer du statut d'importateur à celui d'exportateur de soja en investissant massivement dans la recherche agronomique et en développant des infrastructures de transport. Le Burkina Faso pourrait suivre cette voie, en misant sur la formation technique, l'innovation locale et la valorisation des produits dérivés de l'ail. Derrière chaque bulbe d'ail se cache une histoire de transformation. Pour le Burkina Faso, ce choix agricole est devenu un carrefour pour tout un continent, porteur d'espoir et de risques. Awa en est la preuve vivante. Avant l'ail, elle affrontait l'incertitude, dépendante des caprices du climat et de récoltes maigres. Aujourd'hui, ses revenus ont triplé. Elle nourrit sa famille, paie les fournitures scolaires et imagine l'université pour sa fille aînée. L'argent lui a rendu sa dignité et le respect de ses pairs. Comme Awa, des centaines de femmes s'organisent en coopérative partout au pays. Elles partagent semences et savoirs, négocient ensemble sur les marchés et bâtissent de nouveaux réseaux de solidarité. Cette dynamique attire la jeunesse. Des jeunes, jadis partis en ville ou à l'étranger, reviennent miser sur l'ail et reconstruire sur leur terre familiale. Les bénéfices ne s'arrêtent pas au foyer. Les villages investissent dans l'électrification, l'irrigation et l'éducation. Dans certains centres de santé, la consommation locale d'ail contribue à prévenir des infections, allégeant la pression sur des dispensaires fragilisés. Le modèle séduit au-delà des frontières. Au Mali, au Niger, au Tchad, d'autres coopératives féminines s'en inspirent et lancent leurs propres filières. L'Afrique de l'Ouest découvre un levier inédit face aux géants chinois et américains s'imposant enfin sur la scène mondiale. Mais ce succès cache une tension sourde. Miser sur une seule culture expose le pays aux aléas du climat, aux maladies de l'ail et aux fluctuations du marché. Une seule sécheresse,
Une épidémie ou une chute de la demande mondiale pourrait tout ébranler. La souveraineté conquise est fragile sans diversification. Un choc extérieur suffirait à déstabiliser l'édifice. La leçon est claire. Sans résilience, l'indépendance économique pourrait n'être qu'une illusion. Pour comprendre comment le Burkina Faso peut consolider cette conquête, il faut regarder au-delà de l'ail. D'autres cultures, d'autres stratégies attendent dans l'ombre. Le Sahel vient de prouver que l'on peut faire pousser la puissance là où l'on ne voyait que du sable. Mais qui, au final, récoltera les véritables fruits de cette révolution agricole? Aujourd'hui, la question brûle plus que jamais. La révolution de l'ail au Burkina Faso ouvrira-t-elle vraiment une ère de souveraineté africaine? Ou n'est-ce qu'un mirage, prêt à s'évaporer au premier vent défavorable? Les promesses font tourner la tête. 200 000 hectares de désert transformés en champs d'ail, des millions de tonnes en perspective, les projecteurs de la planète braqués sur Ouagadougou. Mais au-delà de la prouesse agricole, tout se joue sur la maîtrise de la filière, qui transformera, exportera et surtout, qui fixera la valeur ajoutée sur le sol africain. Si l'Afrique parvient à innover et mobiliser ses citoyens, alors chaque bulbe récolté nourrira vraiment l'indépendance. Mais si la chaîne de valeur lui échappe encore, si les profits s'envolent vers d'autres continents ou si de vieilles dépendances se reforment, la souveraineté restera un mirage, un simple slogan imprimé sur des sacs d'exportation. Il ne faut pas céder à l'ivresse de l'enthousiasme. Les plus grandes puissances ont construit leur fortune sur le contrôle du commerce, non sur la seule culture des champs. Le coton, le cacao, le pétrole l'ont montré. Sans vigilance citoyenne, sans innovation pour transformer localement, toute révolution agricole risque de nourrir d'autres appétits. Mais cette fois, le Burkina Faso possède un atout inédit, une génération déterminée à questionner, à exiger des comptes, à refuser que la richesse s'évapore sans retour. Le vrai défi se joue donc partout, dans les marchés, les coopératives, les laboratoires, les urnes, et pas seulement dans les champs. Pour que l'élan du Sahel devienne un modèle, il faudra multiplier les formations agricoles, investir dans la recherche, favoriser l'entrepreneuriat féminin et encourager la création de start-up agroalimentaires. Des mesures concrètes, comme la construction de routes pour acheminer l'ail, la création de labels de qualité et la signature d'accords commerciaux régionaux, seront tout aussi décisives. La révolution de l'ail n'est ni une solution miracle, ni une plaisanterie du désert. C'est une promesse fragile qui ne tiendra qu'au prix de la participation de tous, d'une vigilance de chaque instant et d'une invention permanente. Alors, mirage ou moteur d'une Afrique souveraine? La réponse, cette fois, dépendra de chacun. Transformer l'espoir en structure solide, la terre en richesse partagée,